80. Alors, on va pouvoir démarrer. Il est 17h01, on a 80 participants. On va laisser les autres nous rejoindre au fur et à mesure. Et donc, on est réunis pour ce premier webinaire de l'IFEP de l'année. Et donc, c'est un vrai plaisir d'avoir avec nous Benoît Péricard, qui sera notre hôte de marque. Je vais le présenter dans un instant. Simplement, j'adresse à tous ceux qui nous écoutent nos meilleurs vœux pour cette année 2021. On espère qu'elle sera douce et sereine pour chacun et chacune d'entre vous. En tout cas, nous, on est ravis de vous réunir une nouvelle fois pour ces rendez-vous mensuels désormais. Et puis, vous le verrez à la fin de la présentation, on vous donnera quelques éléments sur notre calendrier d'actualité à l'IFEP. Alors aujourd'hui, le thème qui nous occupe, ce sera le partage du vécu de patients. C'est un thème qui nous est cher parce qu'il est vraiment au centre de ce que nous, on appelle l'expérience patient. Et ça me permet, encore une fois, d'introduire notre invité du jour, à savoir Benoît Péricard, qui est un ami, qui est un ancien directeur de CHU. Je suis très heureux de le faire aujourd'hui. J'espère que ce sera utile. J'ai communiqué hier soir à Ama un autre document que j'avais écrit 5 mois après l'expérience, où j'avais retiré j'avais posé 5 questions sur le système de santé à partir de mon expérience qui me paraissaient les plus importantes. J'y reviendrai bien sûr et peut-être en introduction, disons, de notre échange de tout à l'heure. Ama m'a demandé de me tenir à 15-20 minutes maximum, donc je vais essayer de le faire pour qu'on laisse tout le temps nécessaire à l'échange. Donc on est tout au début des vacances de Toussaint 2015. Je m'adonne depuis peu, enfin je fais un peu de sport comme beaucoup de gens, mais depuis un mois, je vais régulièrement à la piscine à 7 heures du matin, pas très loin de chez moi, parce que c'est l'heure où on est tranquille et où il n'y a pas les scolaires qui l'envahissent après. Et puis, au bout d'une dizaine de longueurs, tout d'un coup, je sens une chaleur qui monte sur le côté, un peu inhabituelle, mais bon, voilà, je me dis, je sais pas ce qui m'arrive, donc je m'arrête, je repars pour une longueur supplémentaire et là je me dis oui non mais là il se passe quelque chose de curieux, il faut quand même que je sorte de la piscine et que j'aille soit me reposer, soit reprendre mes esprits. Donc j'essaye de reprendre mes esprits, je sors de la piscine, je me retrouve dans la rue et tout d'un coup là mes jambes me lâchent et comme on est à 7h30 ou 8h moins le quart le matin, un premier jour des vacances scolaires, et qu'il n'y a absolument personne dans les rues de Paris à cette heure-là, je peux vous le dire, dans le 15e arrondissement, eh bien, je me retrouve un peu seul, voilà, et je me dis, bah, je vais faire quelques mètres et puis peut-être pouvoir retrouver. Et j'étais encore dans l'esprit de prendre le métro et d'aller au bureau et de faire ma journée comme d'habitude. Bon, rapidement, je m'aperçois que cette hypothèse est un peu hasardeuse. Donc, je arrive par miracle à tomber sur un taxi qui me ramène chez moi. Chez moi, c'est aussi un peu le désert parce que ma femme est partie, que c'est les vacances, et s'occuper de nos petits-enfants. Donc, je suis également tout seul. Et là, bon, bah, je m'allonge et là, je pense que je suis passé à côté de ce qui aurait pu être mes derniers instants à ce moment-là, puisque je ressens une douleur extrêmement aiguë dans la poitrine. Je ne sais pas si j'ai perdu connaissance, comme j'avais personne autour de moi, je n'en sais rien. Mais bon, au bout de quelques temps, je suis encore là. Et je fais l'erreur que j'aurais pas dû commettre, mais dont tout le monde a pu juger du sel par la suite. J'appelle ma fille, une de mes filles, comme si c'était le SAMU, quoi. Elle est elle-même orthophoniste, donc en séance, et donc ne peut pas répondre immédiatement à mes sollicitations. Je l'appelle 3 fois de suite, avec une voix sans doute un peu d'outre-tombe, puisqu'elle me rappelle au bout d'une vingtaine de minutes à peu près, tout ça c'est de la reconstitution, et elle me dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe?
et elle était persuadée que j'allais lui annoncer un drame concernant son fils qui était un peu chahuteur à cette époque, 2 ans, et qui était avec ma femme et qui avait déjà fait une petite bêtise la veille. Donc, non, je lui dis, bah, écoute, non, j'ai mal à la poitrine, je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit, mais tu n'as pas appelé le SAMU? Et là, je lui ai dit, je crois, le SAMU, c'est quoi le SAMU, quoi? Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai dans ma vie restructuré certains SAMU, j'en ai même créé un, donc on peut mesurer l'écart qu'il y a entre la réalité au moment où on vit un certain nombre de choses graves. Donc le SAMU arrive au bout de 10-20 minutes. Un SAMU dans un appartement parisien, c'est aussi une expérience, si vous le disiez un jour. Voilà, et là, j'avais un peu retrouvé mes esprits, donc j'ai eu une discussion avec le médecin du SAMU et qui n'a pas, et je lui ai pas dit que j'avais eu un coup de poignard et que je lui ai dit que j'avais mal à la poitrine. Elle en a déduit que je faisais peut-être de l'insuffisance cardiaque, donc et on est convenu ensemble que j'allais à Saint-Joseph, pas très loin de chez moi, au Courtin. Je vais à Saint-Joseph, j'y passe pratiquement toute la journée dans un mode sans doute de survie, enfin c'est ce qu'on m'a dit après, mais il faut que je battais à peu près entre 25 et 30 de coups, et donc c'est peut-être ça qui m'a sauvé d'ailleurs. Et donc jusqu'au soir, il ne se passe pas grand-chose. Je suis dans le box des urgences, je pourrais vous en parler aussi, parce que c'est aussi une expérience d'entendre ce qui se passe à côté, quand on est séparé juste par un bras. Et puis, le soir, le médecin me dit, bah, on vous garde et on vous fera les examens nécessaires demain ou même après-demain. Et puis, un jeune interne arrive qui me fait un examen extrêmement précis. Je me souviens que c'était sans ordinateur. Je lui dis, mais vous n'avez pas de, vous ne prenez pas des notes tout de suite sur ordinateur. Il me dit, non, non, je préfère m'en tenir à ce que j'entends et puis après je retranscris. Je pense que je lui dois en partie la vie parce que 10 minutes après, enfin à la fin de l'examen qui a duré 25 minutes, le médecin revient, le cardiologue, et me dit, Monsieur Péricard, texto, il me dit, je vais m'avancer, je vais vous faire une échographie, je voulais vous la faire demain matin, mais je vais vous la faire tout de suite. Et à partir de ce moment-là, le monde a changé un peu pour moi puisque j'ai senti la main du cardiologue pendant l'échographie qui s'est arrêtée, qui s'est crispé et qui m'a dit « Oh là là, enfin, il m'a pas dit « Oh là là, je vois quelque chose » parce que ça, ce serait pas très professionnel, mais il m'a dit « Écoutez, changement de programme, Monsieur Péricard, on va quand même vous faire passer un scanner tout de suite et puis on verra après. » Et donc, j'ai passé un scanner à ce moment-là. Ils ont tout de suite détecté une c'est absolument incroyable. Je perds le nom de ce qui m'est arrivé. Une dissection aiguë de l'aorte, voilà. C'est peut-être que c'est encore un peu émouvant d'en parler maintenant, même 5 ans après. Et il me dit, bah, écoutez, il va falloir envisager l'opération très vite parce que c'est un diagnostic qui ne prête pas à interprétation. Et là, j'ai dit, bah oui, j'étais encore dans une forme relative, sans doute un peu fatigué, mais puisque ça m'est arrivé à 7h30 le matin et il devait être 7h30 le soir. Et je lui dis, bah, écoutez, je connais à peu près ma carte géographique de la cardiologie parisienne, donc je vois à peu près où je peux être opéré, où je peux aller là. Et puis, il me dit, bah oui, pourquoi pas. Il revient 5 minutes après, il me dit, changement de programme, c'est pas possible, c'est trop loin, le SAMU ne veut pas. Donc, et à partir du moment où le SAMU a dit que c'était loin, je me suis dit, tiens, il se passe quand même quelque chose d'assez, d'une certaine gravité. Et là revient le médecin du SAMU du matin, c'était un peu incongru d'ailleurs. Je lui dis, mais vous faites aussi des transports secondaires. Et elle me dit, en fait, j'étais pas très contente de mon diagnostic ce matin, donc je suis revenue, je voulais savoir ce qui vous était arrivé. Et donc, bon, je vous emmène, donc là, je suis parti à la Salpêtrière. Je passe
une anecdote qui est assez drôle à l'époque, mais on est juste dans l'année des attentats et donc l'ambulance arrive à la salle de prière et n'a pas le code d'accès à la porte d'entrée directe du pavillon de cardiologie. Donc on a attendu 6 minutes, montre en main, qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette porte, ce qui est assez cocasse. Et puis là, je monte directement dans l'étage du bloc et j'entends une charmante dame avec un accent dont j'ai su après qu'il était roumain, d'origine roumaine, et qui dit « Ah non, 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 c'est pas possible, on a travaillé toute la journée, on ne peut pas prendre un nouveau patient. » Et là, le médecin du SAMU se penche vers moi et me dit « Monsieur Péricard, vous en faites pas, on va trouver une solution. » Ce à quoi je lui dis « Écoutez, je n'en doute absolument pas. De toute façon, j'étais bien dans la plus grande incapacité d'intervenir sur quoi que ce soit à ce moment-là. » Et donc, je suis rentré en salle d'opération à minuit, après avoir fait un petit interrogatoire très rapide. Qui vaut d'ailleurs toutes les consultations pré-anesthésiques qu'on peut imaginer. Et j'en suis sorti 6 heures après, après avoir eu donc un changement de la crosse aortique. Et on me dit que j'avais perdu pratiquement les 3/4 de mon sang quand même pendant la journée. Ça, c'est la première journée. C'est peut-être la journée évidemment essentielle, mais c'est pas. À partir de là commencent 15 jours de prise en charge à la Salpêtrière, où donc j'ai été sauvé sur le plan chirurgical, mais où j'ai vécu 15 jours très, très difficiles, très compliqués sur le plan de la prise en charge de la douleur, sur le plan des décisions médicales, de savoir où je devais aller, si je devais rester en réanimation, si je devais aller en soins intensifs, si je devais aller en service de cardiologie normale. J'ai fait une sorte de récidive ou de complications au bout de 3 jours. On a même pendant un moment envisagé que je repasse sur le billard, ce que heureusement n'a pas eu lieu. Et d'autre part, j'ai développé une forme d'allergie, en tout cas de non-compliance à la morphine, ce qui fait que je suis passé en quelques heures de la morphine assez costaud au Doliprane. Si ça vous arrive un jour, ça a des effets effectivement si vous n'avez plus du tout d'hallucination. En revanche, la douleur, c'est un peu autre chose. Et cela sans qu'on imagine et sans que soient vraiment testées d'autres solutions alternatives. Donc, prise en charge de la douleur très, très difficile. Une décision de sortie, notamment du service aigu, où je suis, alors là, il se trouve que je connaissais assez bien un service dans un autre hôpital de la paix de soins de suite spécialisé en cardiologie, et j'ai pu être admis au bout de 15 jours dans ce service. Et là, je dois dire que ça a été un changement radical, puisque j'ai passé là 5 semaines, pas idylliques, mais enfin extrêmement d'une prise en charge d'une très haute qualité, très personnalisée, et très efficace aussi, puisque ça a été le début de la remise sur pied, disons. Voilà, j'ai ensuite passé 6 mois, j'ai pas retravaillé pendant 6 mois, j'ai repris mon travail au bout de 6 mois. J'ai lu au bout d'un an un article des Hospices civils de Lyon sur la dissection aiguë de l'aorte qui assimilait cette expérience à une sorte de tsunami en disant qu'il fallait environ 2 ans pour s'en remettre complètement, ce qui a été effectivement mon cas. Voilà. Ça fait 5 ans aujourd'hui, donc ça va bien.
sauf le fait que je prends à mon goût un peu trop de médicaments tous les jours contre l'hypertension. Mais sinon, je n'ai pas aucune séquelle spécifique sur ce plan. Alors, ça fait 13 minutes 50, voilà, j'avais pris le soin de numéroter. Donc, l'expérience, c'est celle-là. Elle est encore évidemment très présente à mon esprit, à la fois humainement, institutionnellement. Ce qui est vrai, c'est que le premier constat qu'on peut faire, et cela, je crois que tous ceux qui sont passés par là d'une façon ou d'une autre peuvent le dire, c'est-à-dire qu'on a beau se dire qu'on connaît bien l'hôpital, qu'on connaît bien le système de santé, être passé par une expérience patient, c'est totalement différent. Alors, je suppose que quand on est dans le cas d'une maladie, d'une longue maladie, d'un cancer ou d'autres types de prise en charge, c'est également une expérience extrêmement prégnante. Dans mon cas, c'est évidemment un accident cardiaque, mais c'est un accident. Mais ça, notamment pour ce qui concerne l'hôpital, c'est évidemment une expérience qui bouleverse quand même le point de vue qu'on peut avoir. Donc, j'en ai tiré 5, j'ai souhaité en tirer 5 leçons, 5 questions en tout cas que je vais vous livrer et qui m'ont apparu comme étant vraiment les plus importantes à la suite de cette hospitalisation. La première, c'est relative au début, sur lequel je me suis un tout petit peu arrêté, c'est la question du diagnostic et de l'amélioration de la prise en charge de l'urgence. Je n'y reviens pas trop là-dessus parce que je pense que il y a des éléments techniques, notamment relatifs à ce qui m'est arrivé précisément, c'est-à-dire la dissection aiguë de l'aorte, dont les cardiologues, les bons et les chirurgiens cardiaques disent que c'est un des diagnostics les plus difficiles à faire quand la manifestation peut être, comme ça a été dans mon cas, un peu sournoise. Donc, je n'insiste pas trop là-dessus. Le deuxième point, qui est sans doute un des plus importants, c'est celui de l'amélioration de la communication entre l'hôpital et la famille. Évidemment que je présentais de ce point de vue-là un profil un peu particulier, d'abord parce que j'étais moi-même un responsable dans le système de santé, même si il est vrai que j'étais pas très connu dans l'environnement parisien. Vous savez qu'en France, il y a l'environnement parisien et de la paix, et puis il y a le reste du monde. Et je pense que ça me serait arrivé évidemment à Nancy, à Nantes, à Lyon ou dans d'autres villes universitaires où je connais bien, disons, les équipes. Peut-être que les choses auraient été un peu différentes, mais en tout cas, à Paris, ça n'a pas tellement joué. Il n'empêche que j'ai trouvé que c'était extrêmement compliqué, la relation entre la famille et le patient et le truchement de la personne de référence pour deux raisons. D'abord parce que quand on arrive dans un environnement comme celui de la chirurgie cardiaque à la Salpêtrière, eh bien, ce qu'on ne réalise pas forcément, c'est qu'on a affaire à 5 équipes différentes et que ces 5 équipes différentes, l'équipe d'anesthésie, l'équipe de chirurgiens, l'équipe de réanimation, l'équipe de soins intensifs et l'équipe de cardiologie, de soins cardiologiques ordinaires. Et ce qu'on ne réalise pas quand on est patient, c'est que ces 5 équipes ne se coordonnent pas forcément, notamment d'ailleurs pour la dimension communication à la famille. Et on en a beaucoup parlé avec mon épouse, qui en a beaucoup souffert d'ailleurs de cette difficulté, parce que suivant les jours, il se trouve qu'en 13 jours, j'ai changé 4 fois de service, mais la nature de la communication et le processus de communication a été très différent. La troisième leçon que j'ai voulu tirer, c'est sur la prise en charge de la douleur et le bien-être du patient. Et ça, pour moi, avoir vécu les premiers plans de
prise en charge de la douleur dans la fin des années 90, quand j'étais directeur d'ARH, je me suis dit que 15 ans après, on n'en était pas encore tout à fait à l'optimum. Je me souviens d'une discussion avec le chef de service qui passait en disant mais alors ok, on a arrêté la morphine, mais le Doliprane ça n'a pas l'air d'être très efficace, mais pourquoi et moi je disais mais pourquoi je ne peux pas utiliser les anti d'autres types pour soulager la douleur. Le patron dit oui, c'est une bonne idée, on peut essayer de toute façon. Et 48 heures après, ça n'avait pas été le moins du monde mis en œuvre. Donc là, un vrai problème. Quatrième sujet, mais là qui nécessiterait sans doute un webinaire à lui tout seul, c'est la coordination entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Je dois dire que pendant l'épisode hospitalier et même après, pendant l'épisode de soins de suite, mon médecin traitant et même mon médecin, mon cardiologue de ville n'ont jamais été le moins du monde informés de ce qui m'était arrivé. Et c'est moi qui ai fait le lien entre bon, après ça s'est pas forcément mal passé, mais je dirais que l'information en tout cas n'existe pas systématiquement. Et puis la dernière question, mais là également qui ferait l'objet peut-être d'une réforme du système de santé, c'est comment soigner autrement en promouvant un certain nombre de points, dont pour ça que j'ai toujours été très sensible aux initiatives d'Amacoli, comment introduire plus l'expérience patient dans les processus d'organisation des soins. Voilà ce que je peux. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à tes attentes, Ama, et si ça écoute, merci beaucoup d'engager la conversation, mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, 5 ans après. Et ce que voilà, à partir d'une expérience, ce que je peux aussi essayer d'apporter à l'édifice. Un grand merci à toi, Benoît, d'avoir accepté de partager ce témoignage. Moi, c'est vrai que ce qui me frappe et qui m'a conduit à te demander de prendre la parole aujourd'hui, c'est que, comme tu l'as dit, hein, tu connais bien le système de santé et tu as eu la gentillesse de m'envoyer ça après ce qui t'était arrivé. Donc, la mise par écrit, quelque part, de ce témoignage que tu as condensé en quelques minutes pour nos spectateurs aujourd'hui. Et tu n'es pas le premier. J'ai un autre bouquin ici qui n'est pas très loin de ma table de chevet, hein, L'hôpital vu du lit, qui est un bouquin un peu plus ancien de Jean de Kervasdoué, qui lui aussi, après un épisode hospitalier, avait couché sur un livre la perspective qu'il avait eue une fois de l'autre côté du miroir. Et je crois que j'en tire principalement deux enseignements, hein, et on va essayer de les développer avec nos participants. Mais le premier, c'est que, quelle que soit la profondeur avec laquelle on connaît le système de santé, quand on passe de l'autre côté du miroir, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Et ça, tu l'as bien dit, et on le voit bien. Et ces choses qu'on voit, elles ne concernent pas, donc deuxième enseignement à mes yeux, elles ne concernent pas seulement les choses qui sont directement liées, on va dire, à l'interaction entre patients et professionnels, mais on voit aussi des choses qui sont plus structurantes et même si on n'a pas le temps de les développer aujourd'hui, le fait que tu évoques la coordination entre les professionnels eux-mêmes, des questions qui sont liées à la politique de gestion de la douleur des patients, les liens entre l'hôpital et la ville, et puis même derrière tout ça, y compris des questions structurantes comme celle du financement du système de santé. Donc, tout cela pour dire, c'est pas pour les approfondir aujourd'hui, mais pour dire qu'avec le prisme de ce qu'est l'expérience patient, c'est suffisamment transversal pour qu'on puisse aborder, en fait, toutes les questions structurantes du système de santé. Et c'est bien là, en fait, le parti pris de notre organisation, de notre institut, c'est de dire, au fond, on ne doit pas se priver. Et je dois même dire, on peut même aller jusqu'à solliciter l'expérience des patients
si on veut avoir le maximum de pertinence dans les réformes structurelles que nous faisons dans le système de santé. Et ces réformes, elles peuvent être de toute petite ambition et avoir des effets tout à fait importants du point de vue du patient, ou elles peuvent être beaucoup plus larges, beaucoup plus macro. Et c'est donc tout l'enjeu, à mes yeux, d'avoir ce regard à cette perspective selon la prise en compte de l'expérience patient. Alors, comment on fait le cheminement de l'importance de ce témoignage, de l'importance du vécu de patient jusqu'à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir, au fond, la question qu'on a posée, pourquoi c'est important de partager son vécu de patient et comment on peut le faire. C'est là peut-être que je vais solliciter mon camarade de route, Michel Crémadez. Il peut reprendre peut-être la vidéo, je pense qu'il n'est pas très loin de nous. Nous, depuis 18 mois, on va dire, 2 ans maintenant, on a expérimenté un dispositif de formation, action auprès des professionnels de santé, dont l'enjeu est justement de les conduire à solliciter l'expression, le récit de la part des patients et de se servir de ce récit des patients comme un moyen de réfléchir à des évolutions, des améliorations de pratiques, de fonctionnement qu'on peut mettre en œuvre au sein d'un établissement de manière micro, méso, macro dans les réformes d'amélioration de qualité de prise en charge. Donc, concrètement, ce dispositif, Michel, avant de te donner la parole, je le présente rapidement. C'est un dispositif de formation-action qu'on a condensé en 2 jours et demi qui se passe en 2 modules et qui vise à traduire et à donner des connaissances fondamentales relatives à l'expérience patient, fournir des comportements optimaux d'écoute des patients et surtout de montrer comment on peut partir de ce recueil de la collecte de l'expérience via le récit des patients et aller jusqu'à, avec une démarche méthodologique appropriée, jusqu'à élaborer des plans d'action concrets qui vont faciliter l'amélioration de la qualité de la prise en charge. Et ça, c'est un vrai état d'esprit qu'on cherche à instiller au sein des établissements et qui s'appuie à proprement parler sur des témoignages du vécu de patients. C'est ce qui nous paraît être la dimension la plus marquante et la plus fondamentale pour les professionnels. Michel, je te donne la parole. Ok. Et bonjour à tous. Donc, pour parler de l'expérience patient, on a différentes possibilités que l'on peut mettre en œuvre pour collecter cette expérience, pour examiner les choses. Le récit, et ça c'est notre point fondamental d'action, les observations, et puis des indicateurs, parce que les chiffres servent toujours à quelque chose. Il est un moment où il faut arriver à quantifier certaines choses. Sur ce point-là, je voudrais revenir peut-être un petit peu sur une remarque que tu as faite, Ama, à propos de l'intervention de Benoît. Il y a quelques années, je me préoccupais de savoir comment les soins de support en cancérologie pouvaient être mieux financés. Et j'avais cherché des interlocuteurs, notamment du côté des mutuelles. Et ce qui a emporté le morceau vis-à-vis de mes interlocuteurs, c'est que je les ai invités à assister à 2 réunions de groupe de malades de cancer. Et après ces 2 réunions, il n'y avait plus besoin d'argumenter sur quoi que ce soit. Et c'est un point qui est extrêmement important parce que quand on est à l'extérieur, on voit les choses d'une manière qui est froide, relativement dépourvue d'émotions, rationnelle. On constate, on regarde des chiffres, on regarde des choses, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité de ce que vit quelqu'un qui est dans une situation de patient hospitalisé ou dans un cheminement quelconque dans son parcours de santé. Et cette notion d'émotion me paraît d'un élément fondamental, et c'est pour ça que pour nous, ceux qui doivent collecter l'expérience patient, ce sont les professionnels eux-mêmes. Ce sont les professionnels eux-mêmes parce que
cette émotion qui va passer lors de l'entretien, lorsqu'on écoute le patient, est quelque chose qui produit des effets qui sont des effets de prise de conscience, de remise en question, qui sont fondamentaux. Et par conséquent, tout le séminaire que tu as présenté tout à l'heure est tourné sur les professionnels et la façon dont ils peuvent effectivement rencontrer les patients, les écouter et les écouter en abandonnant leur tenue professionnelle pour être simplement une oreille attentive à ce que disent les personnes qu'ils rencontrent. Voilà, ça c'est le premier point, je dirais, sur cette approche. Pourquoi tu peux peut-être passer le slide suivant. On parle beaucoup de la satisfaction des patients. On passe beaucoup de temps à collecter des questionnaires. Il y en a même plusieurs qui sont remplis à la sortie sur Internet pour ce qui concerne le questionnaire de la chaise, etc. On parle beaucoup de la satisfaction, mais on oublie que la satisfaction, c'est le résultat de l'expérience. Et par conséquent, si on veut agir, eh bien, il faut revenir à la source et revenir à l'expérience des patients. Pour nous, la compréhension de la perception du patient vis-à-vis de son expérience du système de santé est quelque chose qui va permettre aux équipes de réfléchir sur l'organisation et leur pratique en adoptant un autre angle de vision, en ne tournant pas toujours en rond sur les mêmes problèmes que l'on rencontre quotidiennement dans des équipes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, dans le domaine de la santé ou ailleurs, mais en adoptant un point de vue qui est un point de vue différent, un angle d'approche. C'est un petit peu comme les exercices qui consistent à relier des points et où il faut sortir du cadre pour pouvoir remplir effectivement la tâche qui nous est demandée. Ben là, c'est un peu pareil. Il faut sortir du cadre Et écouter le patient faire part de son expérience, c'est intégrer non seulement les perceptions des patients dans les réflexions, mais c'est de commencer à penser plutôt avec lui que pour lui. Et c'est vraiment un trait fondamental dans l'exercice de toute profession, c'est que plus ces professions ont de l'importance sur la vie des gens, plus les professionnels ont le sentiment qu'ils détiennent un savoir qui va leur permettre de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et cette posture-là, ça amène souvent à ne plus écouter ou ne pas écouter les gens. Or, quand on est à l'hôpital, qu'on est patient d'un côté, qu'on est professionnel de l'autre, on ne vit pas du tout la même chose. On n'a pas la même notion du temps. Les professionnels sont actifs, le patient est la plupart du temps passif, et il est soumis aux routines, aux modes de fonctionnement, aux aléas de fonctionnement d'une organisation dont la plupart du temps, il méconnaît les caractéristiques. Et puis on l'a vu avec Benoît, que même quand il les connaît, il les oublie sous le coup de la situation. Et par conséquent, voilà, on est dans deux mondes différents. Les professionnels sont hyper actifs, c'est-à-dire que ils sont surchargés de travail et pour eux, donc, le temps passe extrêmement vite et de manière extrêmement compliquée. Et alors que les patients, eux, sont dans l'attente et très souvent une attente qui est rendue difficile par le fait qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et notamment, donc, un autre élément de différence extrêmement important. D'un côté, les professionnels, ils ont des éléments tangibles sur lesquels s'appuyer, ils font des examens, etc. De l'autre côté, le patient, lui, il ne sait pas. Et par conséquent, il en est réduit à imaginer. C'est-à-dire que les gestes, les signes, les paroles qui vont être prononcées sont réinterprétées à la lumière de
l'absence de compréhension des mécanismes et qui est soit une réelle absence de compréhension, soit le fait qu'on est dans une situation qui empêche de faire fonctionner son esprit correctement. Donc, on interprète. Et on interprète très souvent sous stress, c'est-à-dire qu'on interprète souvent les choses de manière négative. Vous êtes là, vous êtes rentré à 7 heures du matin, on vous a prémédiqué pour faire une petite intervention en ambulatoire. Le temps passe, il est 11 heures, personne n'est venu. Il y a une infirmière qui rentre et qui dit ne vous affolez pas, on a eu un petit retard dans les prises en charge. Et là, l'esprit commence à gamberger et on imagine toutes sortes de choses. D'accord ? Et au lieu de rassurer, on est de plus en plus angoissé parce que cette attente génère un certain nombre d'incertitudes que l'on va meubler par ses propres fantasmes. Et puis, on ne connaît pas l'organisation, hein, donc les professionnels la connaissent bien, et nous, on méconnaît les codes. Et très souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des personnes qui rentrent dans la chambre dans laquelle on est, et on ne sait pas qui sont ces personnes. Si elles ne se présentent pas, si elles ne disent pas quelle est leur qualité, eh bien, on va essayer de se repérer à la blouse, se repérer à des signes extérieurs. Donc, il suffit de porter un stéthoscope pour dire, voilà, médecin. Mais bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce contexte-là qu'il faut amener les professionnels à appréhender pour qu'ils voient ces différences. Voilà. Donc, eh bien, écouter pour un professionnel, ce n'est pas si évident que ça. Maintenant, ça fait quand même un certain nombre d'équipes que l'on a rencontrées dans le cours de nos séminaires. Et ce n'est pas facile d'abandonner sa posture professionnelle pour écouter. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on a pris l'habitude, en tant que professionnel, de questionner. Et de questionner avec un but précis, qui est de savoir, de porter un diagnostic, de savoir ce qui se passe. Et ce questionnement est un questionnement qui est très orienté et qui rend très peu apte à écouter et seulement écouter. Et écouter sans avoir d'idées préconçues sur ce l'on va entendre et sur ce qui est bien ou moins bien d'écouter, bon ou moins bon d'écouter. Et par conséquent, ça peut générer une certaine forme d'impatience et une certaine forme de difficulté à accepter ce qui est normal lors d'entretiens de ce type, c'est-à-dire des silences, c'est-à-dire des réactions émotionnelles, c'est-à-dire tout ce qui fait que quelqu'un qui raconte son expérience lorsqu'elle est relativement proche et qu'elle a été relativement difficile, eh bien, apporte comme surcharge par rapport à une histoire que l'on raconterait normalement. Et donc, vous le voyez sur l'écran, on a remarqué un certain nombre de difficultés et on les a un petit peu recensées sur ce plan-là. Et je voudrais revenir sur un point, c'est qu'il est marqué binôme sur ce slide. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure, parce que c'est notre expérience et l'apport des travaux que nous avons fait avec les différentes équipes qui nous a permis d'avancer, qui nous permet toujours d'avancer. C'est plus facile d'être deux pour faire ce genre d'entretien, parce qu'il est extrêmement difficile d'être attentif, d'être à l'écoute, de prendre des notes. Par conséquent, c'est très important d'être dans un contexte dans lequel on va pouvoir faire cela calmement, parce que sinon on perdra une grande partie de l'intérêt du recueil, parce qu'on aura perdu purement et simplement les choses. Ce qui est extrêmement important finalement, c'est on dit très souvent la question qu'on nous pose, c'est mais qu'est-ce qui fait, est-ce que je vais faire un bon entretien ?
Et notre réponse, elle peut surprendre, mais c'est de dire un bon entretien, c'est un entretien qui se passe bien, c'est-à-dire dans lequel la personne a pu s'exprimer, quel que soit ce qu'elle a dit, elle a dit qui lui venait à l'esprit et pensez que si elle n'a pas tout dit ce que vous aimeriez savoir, c'est parce que ça ne l'a pas forcément marqué et que c'est avec plusieurs expériences que l'on va pouvoir obtenir un ensemble d'éléments qui couvrent éventuellement l'ensemble du parcours sur lequel on veut s'appesantir. Voilà, donc il est très important pour cela de sortir aussi du cadre hospitalier, c'est-à-dire d'avoir un contexte de rencontre qui soit agréable, confortable, informel, surtout pas avec une tenue hospitalière, surtout pas en excipant de son statut de manière trop importante, un lieu dans lequel la confidentialité sera respectée, un lieu où on se sentira hors de l'hôpital. C'est extrêmement important pour que la relation qui va s'établir lors de l'entretien soit une relation détendue, soit une relation dans laquelle l'émotion pourra s'exprimer, mais en évitant un certain nombre de débordements et permettre aux gens d'exprimer les choses qu'ils ont à dire. Et je dois dire qu'ils sont très souvent positives. Donc, on peut se demander, mais alors, pourquoi recueillir des éléments positifs? Eh bien, parce que savoir que ces éléments-là sont bien perçus, c'est très important pour ne pas les négliger par la suite. Parce que si l'on ne sait pas comment la personne réagit dans la situation dans laquelle elle a été placée, positivement ou négativement, ça ne fait pas de différence. Les deux sont tout aussi importants, le négatif que le positif, même si dans notre esprit français, le négatif l'emporte toujours parce qu'on veut toujours corriger les choses. Voilà ce que je dirais rapidement sur je pense que je n'ai pas débordé. Ouais, merci beaucoup, Michel. Il nous reste encore quelques minutes pour interagir avec nos participants. Il y a déjà beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre à un maximum d'entre elles sur le site. Je fais un appel à mes deux copanélistes pour essayer de répondre à toutes les questions de nos participants dans les 10 dernières minutes qui nous restent. Mais je voulais aussi donner la parole à Laurence Verneuil. Je pense qu'elle est parmi nous et elle a même posté une ou deux questions. Elle va avoir le plaisir de pouvoir les partager avec nous. Parce que Laurence Verneuil, elle travaille aussi sur des méthodes qui visent à valoriser le récit des patients. Donc, bonsoir Laurence. Bonsoir Ama, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, je voulais quand même vous donner la parole, même si on a très peu de temps, pour que vous nous disiez en quelques mots le regard que vous portez sur l'importance et la manière surtout de partager un vécu de patient. Merci beaucoup. Je remercie les interventions parce que finalement, elles vont nourrir ma réflexion. Et donc, j'ai entendu un premier témoignage d'une expérience et un deuxième témoignage sur la question de la rencontre, qui est essentielle. Et donc, en fait, en tant que médecin, je fais partie d'un groupe de recherche dite qualitative à Paris 7. On a élaboré, en effet, une méthode de recherche qualitative pour aller explorer de manière approfondie cette expérience des patients et le vécu de cette expérience. Alors, l'acronyme, c'est IPSE, pour Inductive Process to Analyze the Structure of Lived Experience. Les mots parlent d'eux-mêmes. Et en fait, cette méthode donc elle est basée sur des entretiens et un des piliers dont vous avez pu parler jusqu'à maintenant, un des piliers de notre méthode est la rencontre de deux subjectivités, à savoir un chercheur, nous en l'occurrence nous sommes des médecins, et un patient ou un aidant, comme le premier témoignage a pu y faire référence. Et donc, en fait, avec notre méthode qui est dédiée spécifiquement à la santé, parce que la recherche qualitative vient des sciences humaines et des sciences infirmières,
Et donc, il y a beaucoup de méthodes de recherche qualitative, mais nous, en tant que médecins, à travers les réflexions qu'on a pu avoir des expériences patients et tout ce que vous avez pu dire, on a voulu élaborer en effet une approche qui permet un recueil scientifique approfondi du vécu des patients. C'est basé sur des entretiens. En moyenne, il nous faut une dizaine d'entretiens patients pour explorer une expérience, quelle qu'elle soit, le vécu d'un médicament, le vécu d'un parcours de soins, le vécu des aidants. Et donc, en fait, on s'articule de manière tout à fait adaptée à ce qu'on appelle l'evidence-based medicine et les approches quantitatives pour faire ce qui, à mon sens, aujourd'hui prend une place importante et va se développer encore, ce qu'on appelle les études mixtes qui articulent le qualitatif et le quantitatif. Finalement, le qualitatif est le cercle qui manquait dans le trépied de l'evidence-based medicine. Et c'est du bon sens, quoi. C'est de recueillir l'expérience de manière scientifique, en effet, des patients, des aidants et des soignants pour enrichir les données sur les parcours de soins, sur le vécu des maladies, sur le vécu des traitements. Ça nous semble en effet très honnêtement du bon sens. Alors, le papier, pour ceux qui sont intéressés, est publié dans un journal anglo-saxon, BMC Research Methodological. Donc, il est accessible et, à tous, évidemment. Il faut valoriser en effet l'approche de l'expérience du patient pour arriver à un parcours de soins, une prise en charge, une écoute du patient beaucoup plus humaniste qu'elle n'est jusqu'à présent. Et donc, je suis assez contente de représenter finalement le corps médical, les médecins, qui ont cette volonté de mettre le patient et l'expérience du patient au centre de l'amélioration, en effet, du soin et de la santé. Je pense que j'ai fait brièvement le tour de ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Laurence, et ça a suscité un certain nombre de questions. Donc, on mettra à disposition les références dont vous nous avez parlé à l'instant sur notre site pour que tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui puissent avoir accès à ces travaux de recherche. Je crois qu'on a, dans le temps qui était imparti, pu évoquer vraiment pourquoi et comment partager le vécu de patient, le sens que ça avait. Et pour le résumer en quelques mots, on pourrait dire le patient voit des choses que les professionnels ne voient pas, il vit des choses que les professionnels ne perçoivent pas toujours, et c'est pour ça que c'est véritablement important d'aller activement à la recherche de ces informations. Le patient, il est à l'extérieur de l'organisation, donc il n'est pas prisonnier d'un certain nombre de biais que les professionnels peuvent avoir, et il a une légitimité qui lui est propre, puisque la vocation des professionnels de santé, c'est d'apporter, en principe, en tout cas, on l'espère, le bien-être maximal aux patients. Et puis surtout, et c'est vraiment le sens d'aller à la recherche de ce vécu, l'amélioration du fonctionnement d'une organisation, l'amélioration des prises en charge, elle nécessite un feedback, elle se nourrit quelque part de ce que le patient peut partager, et ce serait véritablement un gâchis que de ne pas aller à la recherche de cette matière première, parce que on s'en rend compte, en fait, les patients ont eu une grande appétence à partager ce qu'ils ont vécu. Et le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont frustrés qu'on ne leur demande pas. Et c'était vrai d'ailleurs dans mes échanges là avec Benoît. Il me disait lui-même qu'il n'avait pas eu récemment d'occasion de partager son vécu. C'est quelque chose que le plus souvent on partage dans une sphère qui est une sphère privée, alors qu'on en aurait un bien plus grand bénéfice si ces informations étaient partagées de manière beaucoup plus formalisée avec
des professionnels de santé qui peuvent, eux, en tirer parti. Encore une fois, le partage du vécu de patient, c'est une démarche qui est altruiste, qui permet aux autres patients de bénéficier de l'expérience des précédents. Et donc, cette boucle vertueuse qu'on cherche à installer, elle se nourrit de cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on essaie d'encourager, Michel s'en est fait l'écho, l'ensemble des organisations de santé à se montrer proactives dans cette démarche, aller au-devant, aller rechercher le vécu de patients. Voilà sur ce qu'on pouvait dire dans le temps qui nous était imparti aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir pris part à ce nouveau webinaire de l'IFEP. Nous avons 2 rendez-vous au programme pour bientôt. Dans 15 jours, on présentera les résultats du baromètre de l'expérience patient, notre grande enquête annuelle réalisée avec BVA. Et vous le verrez que par certains côtés, nous reviendrons sur cette propension qu'ont les patients, les usagers à partager leur expérience dans différents cadres. Ça fait partie des questions qui sont posées dans cette enquête. Et puis pour notre prochain webinaire du mois de février, on s'intéressera à la question de qui est responsable de l'expérience patient dans une organisation. On voit apparaître de plus en plus de fonctions exotiques de responsables ou directeurs de l'expérience patient, comme ça existe dans d'autres systèmes de santé. Parfois, ce sont les responsables qualité qui occupent ces fonctions. Mais la question se pose de plus en plus aujourd'hui et nous verrons avec un certain nombre de ceux qui occupent ces fonctions les avantages et les inconvénients d'avoir une personne identifiée là-dessus. Un grand merci à tous pour votre écoute aujourd'hui. Comme c'est le cas désormais pour chaque webinaire, nous jouons les prolongations avec les membres de l'IFEP. Vous le savez, vous pouvez, si vous ne l'êtes pas, devenir membre de l'IFEP en allant sur notre site www.expériencepatient.fr et devenir membre et profiter donc de la chance de partager encore un moment avec nos invités. Et donc ça se passe sur un autre canal. On salue tous nos autres participants et on espère que ce webinaire a répondu à la majorité de vos questions. C'est toujours difficile de répondre à tout et à tout le monde, mais je pense que vous avez eu un certain nombre de réponses à vos principales préoccupations. Un grand merci à tous de votre participation et à très bientôt.